Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique, un numéro consacré cette semaine à l'expression des colères populaires. Un an après la naissance du mouvement des Gilets jaunes et à quelques jours de la mobilisation syndicale du 5 décembre, le mécontentement d'une partie des Français s'exprime de plus en plus. Pour quelles raisons ? De quelle façon, avec quels résultats et avec quels risques? Pour répondre à ces questions, nous avons invité sur ce plateau deux personnes, honneur aux dames, avec vous. Catherine Giraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable référente départementale de la CGT de la Vienne. Face à vous, Pierre Audin, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue et docteur en sciences politiques de l'Institut d'études politiques de Paris. Vous habitez Poitiers et vos travaux portent principalement sur les colères sociales. Vous avez publié cette année un livre, Profitation, qui parle des luttes syndicales en Guadeloupe et Martinique il y a 10 ans. Et nous verrons qu'il y a des ressemblances et des différences, bien sûr, avec le mouvement de colère antillais et celui des Gilets jaunes. 10 ans plus tard, nous avions bien sûr également invité un gilet jaune, en l'occurrence Johan Letellier, gilet jaune charentais de la première heure, mais il s'est décommandé à la dernière minute. Sachez que je le regrette infiniment. Catherine Giraud, comment avez-vous perçu à l'époque cette expression de colère populaire qu'était ce début de mouvement des Gilets jaunes, vous en tant que syndicaliste? Nous, en tant que syndicalistes, c'est vrai que ça a été constaté, on a mis du temps à comprendre cette grogne et on a été un peu sur la défensive du fait qu'il y avait un soutien de certains partis d'extrême droite, par exemple. Ça nous a un peu refroidi. Ou aussi cette diversité, on ne voyait pas émerger. Il y avait une contestation contre des taxes, mais on ne voyait pas émerger d'idées fortes, toutes choses comme ça. Ça nous a un peu, bien sûr, déstabilisés. Il a fallu du temps pour apprendre à se connaître finalement, oui, c'est comme ça qu'on le dit maintenant, à se dire que oui, c'est légitime aussi de sortir dans la rue, de dire qu'on n'est pas content, etc., qu'on n'est pas obligé de passer par une organisation syndicale, et heureusement d'ailleurs. Mais il y a eu un peu attraction-répulsion. Mais parfois encore maintenant. Oui. C'est parfois encore difficile. Des deux côtés. Bien sûr, il faut le dire. Même si on a conscience que on a des revendications communes, qu'on est plus fort à être ensemble, c'est quand même parfois encore difficile, bien sûr. Pierre Audin, on s'en souvient, le déclic, on en parlait, qui a provoqué la mobilisation des Gilets jaunes, c'est la vie trop chère, et en l'occurrence le prix de l'essence. On s'aperçoit que c'est souvent comme ça que naît un mouvement de colère populaire et parfois même des révoltes. Oui, effectivement, c'est une donnée, on va dire, c'est un invariant des mobilisations, et notamment des mobilisations lorsque ce sont des mobilisations d'ampleur. C'est-à-dire que les mobilisations, contrairement à ce qu'ont tendance à dire parfois un peu hâtivement les commentateurs journalistiques ou même parfois sociologiques, les mobilisations, elles ont foncièrement une base matérielle. C'est-à-dire qu'on se mobilise en premier lieu pour ces conditions matérielles d'existence, même si à travers ces questions matérielles, on a aussi toute une dimension symbolique, une dimension de retrouver sa dignité. Mais c'est avant tout l'idée de se réapproprier ces conditions d'existence. Le printemps arabe, c'était le prix des matières premières, le blé. Là, c'est l'essence. Il y a d'autres pays aussi où c'est l'essence. Et dans notre histoire, il y a eu aussi, à un moment donné, la cherté de la vie qui a provoqué même une révolution. Oui, tout à fait. C'est vraiment dans l'histoire des mouvements sociaux et l'histoire plus généralement de ce qu'on pourrait appeler le mouvement ouvrier, qui a été l'expression quand même principale de la contestation sociale dans les 2 derniers siècles dans ce pays et qui est encore, je pense, extrêmement vivace. En tout cas, qu'il y a une tradition de lutte et une expression politique extrêmement vivace. Bon, ces questions matérielles, ces questions de revendication sur le pouvoir d'achat, sur le coût de la vie, c'est des questions qui sont totalement centrales. Alors, avant de continuer le débat, je vous propose bien sûr de voir, un an après la première occupation de rond-point à Angoulême, par exemple, quel bilan dressent les Gilets jaunes charentais de leur mouvement. Reportage tourné par une de nos équipes le samedi 16 novembre 2019. On se retrouve juste après. Pendant près d'1 heure, ils ont parcouru quelques-uns des principaux axes d'Angoulême et de ses environs. Un cortège en jaune à coups de klaxon pour marquer 1 an de mobilisation. Mais à l'heure du bilan, face à leur quotidien, les Gilets jaunes de Charente sont amers et toujours en colère. Moi, j'ai une retraite de 880 € par mois. Moi, mon pouvoir d'achat, je ne l'ai pas. On a du mal à payer le loyer, à manger. On est obligé d'aller au Resto du Cœur parce qu'on n'y arrive pas. Pendant de nombreuses semaines, ils se sont retrouvés sur les ronds-points. En périphérie des villes, sur ces quelques mètres carrés se sont forgées les luttes et nouées des solidarités aussi. 1 an après, les Gilets jaunes d'Angoulême n'ont pas oublié ces liens créés au cours des mobilisations.
C'était une solidarité que j'ai jamais vue ailleurs, sincèrement. On était tous solidaires, la main dans la main. C'est mémorable, après un an, de retrouver des amis et puis s'embrasser, après des semaines de combat, et puis malheureusement on a été endormis par un président qui ne nous écoute pas. On a retrouvé la fraternité en France grâce au mouvement des Gilets jaunes, parce que ça c'était perdu. Et c'est justement grâce à cette fraternité qu'on gagnera. À midi, ils étaient encore une centaine à rejoindre le rond-point de Girac, là où pendant plusieurs mois les Gilets jaunes de Charente se sont rassemblés. Un lieu emblématique du mouvement, débuté ici aussi, le 17 novembre 2018. Alors Pierre Audin, on l'a vu, la fraternité, les liens créés, ça a quelque chose de très important pour ces manifestants qui n'étaient parfois pas syndiqués du tout, qui n'étaient pas politisés. Ça, c'est intéressant pour un sociologue, non ? C'est intéressant de la mesure où, à travers le mouvement, à travers la participation à une mobilisation, mais ça c'est quelque chose qu'on rencontre dans quasiment toutes les formes de mobilisation collective, se créent à la fois des collectifs qui ont une revendication politique, mais il y a aussi toute une dimension de sociabilité. C'est-à-dire qu'on l'évoque sur un plan politique, la question de la solidarité, de pourquoi est-ce qu'on s'unit pour une même cause. Mais je dirais, au-delà de ça, il y a effectivement, comme le disent de nombreuses et de nombreux gilets jaunes, toute une série d'amitiés. Voilà, on fait connaissance, on discute politique. Et ça, c'est plus les mobilisations s'étendent aussi. Là, on pourrait faire des parallèles tout à fait intéressants avec ce qu'on voit au Chili, ce qui s'est passé aux Antilles, ce qu'on a vu dans les révolutions arabes. Des gens qui descendent dans leur quartier et qui se mettent à parler de politique et à se rencontrer pour discuter de politique, pour faire face à un certain nombre de problèmes qui surviennent. Voilà, comment est-ce qu'on occupe, de quoi on parle, qu'est-ce qu'on revendique, qu'est-ce qui est prioritaire. Et c'est peut-être en ça que ça dépasse finalement les syndicats, c'est que là on parle aussi politique, puis même d'autres choses, pas uniquement d'une vie dans une entreprise. Le mot politique, pendant quelques temps, avec les salariés, était devenu un peu tabou. Si on parlait trop politique, les syndicats, tout de suite, on nous disait « Ah là là, ça ne nous intéresse pas » pendant quelques années. Et du coup, les Gilets jaunes, je trouve que ça a amené ça. Ils ont remis la politique sur le terrain. De vouloir parler politique. Et c'est pas un gros mot, la politique, quoi. Faire de la politique, c'est parler du vivre ensemble. C'est parler de la vie dans la cité, mais on peut faire aussi le parallèle dans l'entreprise, la démocratie dans l'entreprise, etc. Donc, c'est pas un tabou. Et je pense que, voilà, si on peut retenir quelque chose de positif de ce mouvement, c'est que ça a remis le fait politique, de parler politique vraiment comme quelque chose de naturel. Alors, en tout cas. On va parler aussi du bilan, parce qu'un an après, l'État a quand même débloqué de l'argent, 17 milliards d'euros, si l'on en croit Bruno Le Maire, le ministre des Finances, 10 milliards pour les mesures annoncées par Emmanuel Macron en décembre 2018, 5 milliards de baisse d'impôts sur le revenu, et le reste en réindexation sur l'inflation des petites retraites. Comment jugez-vous cela, vous, Catherine ? Le sociologue, après, ça va être plus compliqué peut-être pour vous, pour analyser au niveau politique des choses, le bilan politique. Mais allez, on commence par vous. C'est vrai que l'impression que ça a donné, c'est tout de suite, on avait l'impression qu'il y avait une réponse. Mais quand on a regardé, nous, la réponse qui était donnée, finalement, c'était plus ou moins une avance sur ce qui était prévu. Donc oui, tout à l'heure, il y a un gilet jaune qui a dit on s'est fait tromper. On n'a pas été entendu. Mais effectivement, c'est le cas. D'abord, ça se voit dans les chiffres qui sortent en ce moment. L'INSEE sort des chiffres sur la pauvreté. La pauvreté, elle n'a jamais été aussi importante depuis 20 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a un choix vraiment délibéré du gouvernement de continuer à avoir une politique qui appauvrit les plus pauvres et qui enrichit les plus riches, quoi. Voilà, les écarts et les inégalités sont en train de se creuser de plus en plus. Donc si je vous écoute bien, ce bilan de ces 1 an de Gilets jaunes, de ces 56 épisodes, actes Gilets jaunes, c'est une défaite. Alors non, c'est pas une victoire dans ce cas-là. C'est d'abord aux Gilets jaunes de le dire. Oui, j'aurais bien voulu qu'ils le disent aussi. Mais pour le coup, je pense que c'est la seule réponse qu'on peut donner vraiment, c'est celle-là. Après, je pense que c'est la remobilisation de toute une partie du corps social, de tout un tas de catégories socio-professionnelles, d'habitants de localités qui se mobilisaient plus jusque-là et qui, d'une certaine façon, renouent avec une activité contestataire, avec une activité protestataire, y compris sur des bases relativement radicales, et remettent aussi au centre du débat politique la question de la redistribution des richesses, la question de l'exercice du pouvoir et de l'exercice de la démocratie, qui sont quand même des grosses questions, alors qui pour le coup ont été traverse toute l'histoire aussi des mouvements ouvriers. La question de la répartition des richesses, la question des droits démocratiques, c'est des questions qui jalonnent toutes les mobilisations de travailleurs à travers l'histoire. Et là, il y a une partie significative de la population qui, juste que là, restait à l'écart
du jeu politique institutionnel ou des organisations syndicales qui descendent dans la rue en posant frontalement ces questions-là. La dernière grande victoire syndicale française date, si j'ai bien lu votre livre, de 2009 en Guadeloupe et Martinique, avec 200 € d'augmentation, le gel des prix dans les grandes surfaces, celui de l'eau et des loyers. Bref, on a l'impression que, pour le coup, là, c'était très encadré par les syndicats, le mouvement antillais. Est-ce qu'un mouvement encadré par les syndicats est plus efficace qu'un mouvement comme celui des Gilets jaunes, où justement, il n'y a pas cet encadrement? Qui veut répondre à ça? Moi, Oui, j'imagine. l'histoire sociale nous montre que c'est une question de rapport de force. C'est pas une question d'encadrement. Si on regarde les grands moments où on a obtenu des choses, 36, 68, 95, il y avait un vrai ancrage de grève dans les entreprises. Et là, ça c'est pas. Alors les organisations syndicales, bien sûr, coordonnent, sont là pour aider, etc. Mais c'est avant tout les salariés qui prennent les choses en main, qui décident de faire grève et qui portent avec nous leurs revendications. Sans ça, on n'y arrive pas et ça se voit ces dernières années. C'est-à-dire que si on n'a pas cette accroche dans l'entreprise de dire ça y est, il faut faire grève et puis c'est dur un mouvement social, c'est pas en une journée de grève qu'on y arrive. Souvent, il faut s'accrocher, ça dure dans le temps, etc. pour être entendu. Si on n'a pas ça, si on n'a pas ce rapport de force, malheureusement, on n'avance pas. Pierre Audin, il faut un encadrement bien structuré pour que ce soit efficace, une lutte sociale? Pas forcément pour que ça soit efficace. Les Gilets jaunes ont été relativement efficaces dans la mesure où ils ont quand même déstabilisé le gouvernement et le pouvoir avec, on va dire, une amplitude et une profondeur qu'on n'avait pas vu depuis de très nombreuses années, et de façon, je dirais, un peu plus radicale que ce qu'on avait l'habitude de voir dans le paysage contestataire du pays. Donc, est-ce que les formes d'auto-organisation, comme celles qu'on a vues des Gilets jaunes, sont inefficaces? Moi, je pense pas. Elles rendent très visible la contestation. Elles permettent de bloquer des axes économiques, des lieux de consommation. Donc, c'est des formes de contestation, d'occupation sur le tas qui sont relativement efficaces. En revanche, ce qui est différent, je pense, et qui a été très différent au cours de la mobilisation, par exemple en Guadeloupe ou dans des mobilisations comme celle de la loi travail, c'est que tout ce que font tout le travail de traduction politique qui est effectué par les syndicats, de priorisation aussi, et de hiérarchiser les revendications, les objectifs, de discuter aussi, de dire à un moment donné qui est porte-parole et de quelle parole, à qui l'on s'adresse, est-ce qu'on s'adresse à l'État, est-ce qu'on s'adresse au patronat? Ça, c'est des questions qui avaient été tranchées en amont dans le cadre des mobilisations en Guadeloupe et en Martinique, et qui ont demandé un certain temps de décantation, qui ont fait l'objet de discussions très âpres, et dans le cas du mouvement des Gilets jaunes, ça s'est fait petit à petit, ça s'est fait sur les ronds-points. Du coup, ça l'a affaibli, au final? Est-ce que ça l'a affaibli? Disons que ça a potentiellement, dans un premier temps, effectivement, on l'a bien vu, il y a eu un dialogue de sourds avec les organisations syndicales. Alors pour des raisons sociologiques, c'est que les catégories socio-professionnelles qui se mobilisaient, je pense aux petits artisans isolés, aux petits commerçants, ne sont pas des endroits où il y a une implantation et une tradition syndicale forte. Et dans un deuxième temps, effectivement, il y a eu cette espèce de mésentente qui a été longue à dénouer. Alors c'est pas pour faire un reproche aux syndicats, mais il y a des choses qui ont pris du temps. C'est-à-dire que pour que les syndicats rebondissent, alors qu'il y avait des gens qui étaient dans la rue sur la question du pouvoir d'achat, pour que les syndicats rebondissent en disant on a des propositions, on est à l'offensive, et notamment les hausses de salaire, ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps. Avant de poursuivre, je vous propose de regarder un reportage sur ces manifestants dont bien le mouvement des Gilets jaunes a finalement changé leur vie et leur façon de voir les choses. Regardez. Qui a encore son gilet jaune sous le pare-brise? Ces deux militants de la première heure ont plus ou moins pris leur distance. Un an après leur premier rond-point, Aya et Johan se souviennent de ce qui les a amenés là. Je remplissais plus le frigo, je payais de plus en plus, je perdais tout ce qui m'appartenait, le peu qui m'appartenait. Et que j'allais me retrouver sans rien, quoi. À la base, c'était la taxe sur les carburants, mais pas que ça. Moi, je pense que, personnellement, je suis vraiment sortie pour un ensemble de choses, un ras-le-bol général, un manque de compréhension, on va dire, avec le gouvernement. Aya, vous ne verrez pas son visage. Elle a fait ce choix pour ne pas handicaper sa recherche d'emploi. Aujourd'hui encore, l'étiquette de gilet jaune ne semble pas si facile à porter. Pour Johan, cette lutte a eu un prix encore plus lourd. J'y ai perdu principalement ma femme, mes enfants. J'y ai aussi malheureusement perdu des amis, des personnes en qui j'avais confiance. Leur priorité, c'était ça, être ensemble, refaire le monde et des cabanes,
filtrer la circulation rêvée de révolution. Ni l'un ni l'autre ne regrette cet engagement. Ça m'a apporté beaucoup de connaissances. Comment fonctionne le système politique, comment fonctionne aussi le système d'aide, d'entraide, tout ce qui est parallèle, tout ce qui est... Parce que on essaye de s'entraider entre citoyens en colère. Ça a été vraiment une période très intense. On a noué des liens avec des gens avec qui j'aurais pas forcément noué des liens d'habitude. Ce qui en découle, c'est la solidarité qui est restée entre nous. Et ça, c'est vraiment une valeur qui est importante et que j'ai redécouvert, on va dire. Solidarité et solitude. Yohan a eu affaire à la justice. 1 mois de détention provisoire et une condamnation à 4 mois de prison avec sursis pour des dégradations volontaires en réunion l'ont rendu prudent. Il participe encore chaque samedi de mobilisation, mais désormais en tant qu'observateur, il filme et anime des directs sur Internet. Aujourd'hui, je fais particulièrement attention à cette violence judiciaire pour essayer de démêler le vrai du faux, essayer de redorer un peu mon blason aussi quand c'est possible. Ce que je cherche sur les réseaux sociaux, c'est retrouver l'ambiance qu'on avait là, le côté relationnel. Chemin inverse pour Aya, devenue une militante engagée dans des actions de désobéissance citoyenne. Pour elle, les gilets jaunes sont comme des graines pour plus tard. Au niveau de ce qu'on a obtenu du gouvernement, pour moi, c'est rien. Sinon du mépris. Et, je pense que ça a vraiment engendré un état d'esprit, une ouverture et un réveil des consciences qui va rester, qui va se travailler, qui va s'affiner et qui, j'espère, finira par donner des résultats. Tous deux espèrent maintenant une convergence des luttes pour une meilleure efficacité politique. Voilà, je rappelle que Yohan Letellier était l'invité de cette émission et qu'il a dû décliner finalement à la dernière minute. Il est souvent reproché aux Gilets jaunes de refuser tout compromis, toute négociation. Est-ce que cette politique radicale du tout de suite pose un problème ou alors est-ce qu'elle est plus efficace finalement? Nous, on nous reproche souvent ça à la CGT, d'être intransigeant, d'être toujours contestataire, contre, etc. Mais enfin, la négociation, c'est l'ADN des syndicats. Oui. À un certain degré, de toute façon. À un certain degré. Mais vous savez, l'image qu'on nous donne, alors qu'on a aussi des propositions qu'on est capable, effectivement, d'amener sur la table et de proposer, etc. D'ailleurs, dans la réforme retraite, là... Si on va autour de la table des négociations, c'est pas pour négocier le rapport de Levoy, c'est pour amener nos propositions, parce que pour nous, il est bon à mettre à la poubelle. Effectivement, la négociation, ça fait plus partie de l'ADN des syndicats. On imagine bien les gilets jaunes arriver là, perdus, essayer de se faire entendre. Et on a bien vu la quinquaphonie de dire moi je les représente, je représente pas. Et on peut comprendre, c'était compliqué. Il y a même eu certains qui se sont retirés parce que ça a été compliqué pour eux. C'est plus facile dans une organisation syndicale parce qu'on a effectivement une organisation qui permet d'avoir des représentants, etc. Ça, c'est sûr. Pierre Audin, le tout de suite, cette radicalité de la demande? Moi, je suis pas certain que ça ait vraiment desservi les Gilets jaunes. Alors, sur le long terme et en termes de traduction en politique publique, effectivement, ça n'a pas abouti. Mais je crois qu'il ne faut pas se leurrer. Il faut plutôt chercher la raison de pourquoi est-ce que ça a surgi de façon aussi radicale. Ça a surgi de façon aussi radicale parce qu'il y a des politiques libérales qui sont d'une violence sociale extrême en ce moment. Il y a tout un tas de gens qui, littéralement, et qui l'expliquent dans le reportage, ne peuvent plus vivre. Ne peuvent plus vivre de leur travail. Et donc, à un moment donné, tout de suite, ça veut juste dire pouvoir vivre. Ça veut dire pouvoir remplir son frigo. Et ça veut dire, oui, des sous tout de suite. Ça veut dire des moyens tout de suite pour vivre. Donc, à un moment donné, il faut comprendre que cette radicalité, elle est aussi le miroir de la détermination de ce gouvernement à mener des politiques extrêmement libérales et puis d'une certaine absence de dialogue. On va parler de tout ce qui est violence. Juste avant, on entendait parler de la convergence des luttes, cette fameuse convergence des luttes qu'on attend depuis,
qu'ils attendent depuis longtemps, qu'on entend depuis longtemps, mais qui ne vient toujours pas. Est-ce que vous y croyez pour le 5 décembre, par exemple? Est-ce que vous dites, ça y est, c'est la bonne date? Est-ce qu'il va y avoir cette convergence entre les gilets jaunes, les syndicats, le public et le privé? Nous, on dit, pour qu'il y ait convergence des luttes, il faut des luttes. Alors, des luttes, en ce moment, il y en a. Il y en a à l'hôpital public, il y en a dans les services publics un peu partout, il y en a même dans des secteurs privés, puis évidemment, les cheminots, EDF, qui essayent de sauver leur entreprise publique, pour le bien commun. Et toute cette lutte-là, effectivement, il faut qu'elle converge. Pas juste syndicats et gilets jaunes, c'est plus large que ça. Il faut que les salariés prennent conscience que pour avancer vers le progrès social, il faut s'unir. Oui, il faut être ensemble. Et pas juste pour sa petite boutique et ses petits avantages, entre guillemets. Je pense par exemple aux hospitaliers, qui ont en ce moment une manifestation importante depuis plus de 6 mois. Peut-être que d'être tous ensemble, ça ne leur empêchera pas d'avancer sur leurs propres revendications, mais le mouvement social entraînera des vraies négociations, des vraies avancées. Alors il y a du nouveau dans l'expression des colères populaires ces derniers mois, c'est l'augmentation claire de la violence de part et d'autre. Qu'est-ce que ça dit de la situation sociale en France, Pierre Oddin? Augmentation de part et d'autre, mais je dirais quand même d'abord augmentation du niveau de répression et d'encadrement, enfin un type de maintien de l'ordre qui s'est généralisé. Alors pas seulement sur le mouvement des Gilets jaunes, mais depuis les manifestations contre la loi travail qui ont été l'objet, on va dire, d'un maintien de l'ordre particulièrement répressif depuis ce moment-là, en fait. Énormément de blessés. David Dufresne qui tient un décompte des signalements des violences policières, signalait que, grosso modo, sur la période de la mobilisation des Gilets jaunes, c'est l'équivalent de quasiment 20 ans d'intervention et de maintien de l'ordre. Donc on imagine quand même le degré de répression qu'a atteint le maintien de l'ordre. Maintenant, effectivement, il y a aussi parmi les groupes qui se mobilisent et qui contestent la volonté très claire d'en découdre, y compris sur des bases radicales, y compris en s'affrontant avec les forces de l'ordre, y compris en bloquant des actes de circulation, y compris en sabotant ou en détruisant des biens publics. Alors on peut le regretter, mais c'est la façon qu'ont choisi ces personnes pour se faire entendre. Cette semaine, le coordinateur national du renseignement, Pierre Bousquet de Florian, a livré son analyse de l'évolution actuelle de la société française. Il estime que l'on est face à, je cite, une forme d'ensauvagement général de notre société, avec un degré de violence et une rapidité de montée vers la haine que nous n'avions jamais connue auparavant. Qu'en pensez-vous, Catherine ? Moi, je trouve que d'abord, la violence, elle est du côté des politiques menées, quoi. Quand on voit 3% d'enfants dans la population française qui vivent avec leurs parents sous seuil de pauvreté, enfin, c'est pas admissible. Les conditions dont nous décrivent les salariés, leur vie, à la fin du mois, plus rien dans le frigo, alors qu'ils travaillent, ils sont salariés pauvres. Enfin voilà, cette violence-là de perdre son emploi, de pas en retrouver, et d'être en concurrence directe en permanence avec les autres salariés, les jeunes, c'est que des CDD à moins d'un mois qui signent régulièrement. Je crois que c'est 85% le nombre de contrats sur la totalité qui est signé, qui sont de moins d'un mois. Cette violence-là, regardez le jeune étudiant qui a tenté de mettre fin à ses jours face à cette violence sociale finalement. 20% d'étudiants sous le seuil de pauvreté. On est d'accord que c'est assez nouveau ce degré de violence. Oui, et je pense que du coup, ça engendre de la violence. Mais quand on voit aussi qu'on nous dit que c'est violent de retourner le portrait du président de la République, c'est un geste contestataire, soit on n'appelle pas ça de la violence. Donc il faut aussi réajuster les choses. Vous parlez du président de la République. Il était à Amiens cette semaine pendant 2 jours et il en a profité pour déplorer l'état d'esprit des Français jugés trop négatifs. Je vous propose d'écouter un extrait de ce discours. En ce moment, notre pays, je trouve, est trop négatif sur lui-même, dans les commentaires qu'on a en permanence. On a des difficultés, on les affronte. Est-ce qu'elles sont impossibles à affronter? Pas du tout. Est-ce que les choses vont moins bien qu'il y a 20 ans dans tous les sujets? Faux. Alors, il a raison ou il a tort de dire qu'on est un peu trop négatif, le président de la République, Pierre Oddin? Moi, je trouve que cette façon de s'exprimer est particulièrement méprisante. Je trouve que c'est du mépris de classe et que c'est extrêmement regrettable. Je ne dirais pas que sur le fond, parce que sur le fond, voilà, ça me scandalise qu'on puisse parler comme ça, dans un climat de tension sociale où on pourrait ménager une volonté de dialogue et d'apaisement et qu'on la trouve jamais. Et il précise en disant, et on entend souvent aussi au niveau de la majorité, voyez ailleurs où c'est quand même bien pire qu'en France. Oui,
Oui, effectivement, mais ça c'est un discours, c'est un discours, pardon, mais c'est un discours de réac, de dire mais regardez à quel point les gens souffrent et sont malheureux ailleurs, ne vous plaignez pas. Qu'est-ce qu'il faut attendre dans la société en termes de difficultés de vie ou d'absence de reconnaissance sociale pour avoir le droit de contester et de demander quelque chose. Pardon, là je sors un peu du registre sociologique, oui. mais quand même c'est flagrant. C'est un président qui depuis le départ n'est pas très bien élu. Qui a énormément de mal chaque fois qu'il s'adresse à la population à faire autre chose qu'un numéro de bourgeois méprisants vers les classes populaires. C'est quand même extrêmement problématique. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des gens qui s'énervent. Je pense que pour eux, tout va bien. C'est-à-dire que pour une partie de la société, ça n'a jamais été mieux. Les plus riches s'en sortent encore mieux cette année, quand on voit les chiffres d'enrichissement et même de ce qui est versé aux actionnaires en termes de... Voilà, là, ça va bien. Il reste une minute pour une question, finalement la plus fondamentale que beaucoup de gens se posent, c'est comment cela va-t-il se terminer ? Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais les signes d'une mobilisation pour le 5 décembre, moi j'ai l'impression qu'ils sont là. Vous savez, c'est ces petits signes qui vous disent « Ah, mais cette collègue qui d'habitude ne fait pas grève, là, elle y va ». Quand les gens commencent à s'agiter, les réseaux sociaux sont saturés de messages où des gens veulent s'organiser. Donc, il est possible qu'on aille vers un mouvement social d'ensemble. Catherine Giraud, vous êtes d'accord en 20 secondes ? Oui, je pense que les signes sont là. Par contre, tout dépendra de ce que les salariés vont mettre en place, eux. Et collectivement. Et cette prise de conscience d'un mouvement social qui dure, elle tient aussi à ça. Parce que si on met les syndicats ou les gilets jaunes devant en disant allez-y, puis on va gagner des choses, ça ne suffit plus aujourd'hui. La balle est dans le camp des salariés. Tout à fait. C'est la fin de cette émission. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le titre de votre livre, Pierre Audin, Profitation, aux éditions La Découverte. Pour voir ou revoir cette émission, il vous suffit de vous rendre sur notre site internet ou sur les réseaux sociaux la semaine prochaine. Mais on restera dans la thématique de lutte sociale puisqu'il sera question, et ce à quelques jours bien sûr de la manifestation du 5 décembre, d'une situation où ça craque de partout dans les services publics. Tout de suite, le journal de la mi-journée. On se retrouve, si vous le voulez bien, dimanche prochain. Excellente journée à toutes et à tous.